Aujourd'hui, on va parler de Nicolas de Staël, avec Lina qui nous accompagne, que certains du coup ne doivent pas forcément connaître, mais en tout cas on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Donc cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et par le CNSA. Donc merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Hop, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je suis Chloé. Et je serai du coup l'assistante de Lina tout au long de cette conférence. Donc, si elle a des soucis techniques, on essaiera de les régler comme on l'a fait là. Et si vous avez aussi le moindre souci technique, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous mets en bas de l'écran le lien pour vous inscrire aux futures conférences. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à regarder après la conférence ce qui pourrait vous intéresser. Lina, je vais vous laisser du coup prendre le contrôle. Je reste avec vous. Je vais tenter de vous écouter par un autre moyen que celui-là. Et dans tous les cas, je reste avec vous tout le long. À tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bon. Bonjour à tous. Donc Lina Beignot de Valmont. Je vais vous présenter dans ce petit PowerPoint sur Nicolas de Staël. J'ai déjà travaillé avec Movadom, je suis guide conférencière. J'ai plusieurs fois guidé cette exposition Nicolas de Staël et d'autres expositions. En ce moment, je travaille sur l'exposition sur la Régence au Musée Carnavalet à Paris. Très belle exposition sur le XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, le grand écart est réel entre la Régence et Nicolas de Staël. Donc, voilà, je vais vous présenter donc cet artiste en me mettant sur la première diapositive. Voilà, qui vous montre donc le catalogue. Vous voyez que l'exposition est en cours jusqu'à dans 2 jours. Le 21 janvier, c'est le terme de l'exposition. Donc, c'est une exposition qui a commencé en septembre et qui a eu un immense succès. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une exposition Nicolas de Staël à Paris. Et là, donc, cette exposition grand format au musée d'art moderne a réuni plus de 200 œuvres de Nicolas de Staël, beaucoup de collections privées. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de monde parce que Nicolas de Staël est essentiellement collectionné chez les particuliers. Et vous voyez donc le catalogue, ainsi qu'une photo donc, de Nicolas de Staël, grand bel homme, on dirait un BG aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc voilà, qui était d'origine donc russe, qui est né donc, comme je vous l'ai mis, les dates, en 1914 à Pétrograd. À l'époque, on parlait de Pétrograd et non pas de Saint-Pétersbourg. Et il est né dans une famille de la noblesse, proche du tsar. Et il va naître dans la forteresse Pierre et Paul, pour ceux qui connaissent la très belle ville de Saint-Pétersbourg. Et il est donc d'une famille de 3 enfants. Il est donc le seul garçon, il y a 2 filles. Et malheureusement, comme il naît en 1914, vous imaginez bien qu'en 1917, les choses commencent à tourner court en Russie et que ses parents, qui sont proches du tsar, sont obligés de quitter la Russie en 4e vitesse pour éviter le pire. Donc, ils vont traverser l'Europe à pied avec leurs enfants. Ils vont aller en Lituanie et puis ils vont atterrir en Pologne. Et là, malheureusement, Monsieur de Staël père va mourir. Et donc va laisser sa femme seule avec les 3 petits-enfants qui ont royalement 5, 6 et 7 ans, quelque chose comme ça. Et madame va mourir peu de temps après, laissant donc 3 orphelins. Donc le jeune Nicolas se trouve donc sans parents. Heureusement, une jeune femme qui était proche de sa mère va les prendre sous sa houlette et va donc les emmener en Belgique. Et là, c'est en Belgique et à Bruxelles qu'ils vont être confiés, ce petit trio de frères et sœurs va être confié à une famille d'accueil, les Fritzero, qui sont eux-mêmes d'origine, lui, monsieur, est d'origine russe, et une famille bourgeoise de Bruxelles, qui va adopter ces 3 enfants et les accompagner pendant toute leur éducation avec leurs propres enfants. Ce sera une famille de 10 enfants au total, vous imaginez bien, à Bruxelles. Alors, la chance veut que ces Fritzero se prennent de passion pour ces 3 enfants Staël et vont les amener dans les meilleures écoles, recevoir la meilleure éducation, faire du sport, etc. Donc, ils ont une enfance finalement relativement heureuse à Bruxelles. Et voilà, et au terme donc de
de cette éducation bruxelloise, le jeune Nicolas de Staël va annoncer à ses parents d'adoption qu'il souhaite rentrer aux Beaux-Arts, à la grande déception des parents qui le voyaient ingénieur. Donc ça commence déjà de toute façon assez original. Et donc Nicolas va rentrer aux Beaux-Arts à Bruxelles et il va commencer à voyager. Alors, ses premiers voyages vont l'amener vers le nord de l'Europe, puisque Bruxelles n'est pas très loin, donc il va aller aux Pays-Bas. Et là, il va découvrir, pardon, les musées hollandais et les œuvres de Rembrandt, de Frans Hals, etc. Puis il part vers le sud, nous sommes dans les années 1930. Découvre le sud de la France, il est ébloui par le soleil, parce que c'est un nordique, entre Saint-Pétersbourg et Bruxelles, il y a assez peu de soleil, donc il est illuminé par la lumière du sud, et il va encore plus au sud, puisqu'il part avec un de ses amis faire 4 mois de bicyclette en Espagne. Et là, c'est en Espagne qu'il va avoir cette révélation, en fait, de la peinture et de la lumière. Évidemment, en Espagne, il va à Madrid et il voit les œuvres du Gréco, de Velázquez, etc., et toutes les beautés romanes de l'architecture espagnole. Donc, il est ébloui par tout ça. Et puis, en 1936-1937, le jeune Nicolas décide de faire son grand tour. Vous savez, le grand tour, c'est une expression qui était utilisée au XVIIIe siècle pour tous les artistes qui allaient faire le tour de l'Europe et notamment devaient se rendre impérativement en Italie pour voir justement les beautés de l'art italien. Donc, il part pour faire son grand tour, mais non pas en Italie, au Maroc. Voilà, donc il part pour le Maroc, un peu sur les traces de Delacroix, qui l'avait précédé évidemment de longtemps là-bas. Et là, il découvre encore plus de lumière, il découvre le charme et les beautés du pays et se met à dessiner frénétiquement. C'est ce que vous avez là, cette étude de femmes arabes. Il va dessiner, dessiner, dessiner. À l'époque, il ne fait que dessiner, c'est son période d'apprentissage et il n'arrive pas encore à peindre. La couleur lui échappe encore un petit peu. Et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Janine, dont je vous ai mis le dessin sur la gauche. Janine est un petit peu plus âgée que lui. Janine est peintre elle-même, bien plus avancée que Nicolas. Et Janine était partie avec son mari et son fils faire un tour du Maroc. Et un beau jour, le jeune Nicolas est à Marrakech et il va dans une sorte de bistrot, si on peut dire, et il demande à la foule, enfin aux gens qui étaient rassemblés, de la glaise pour modeler. Et Janine lève le doigt et lui dit qu'elle est décidée à lui prêter de la glaise pour modeler. Et c'est le coup de foudre. Cet échange va se conclure par un coup de foudre. Janine va quitter son mari et même son fils pour continuer son tour du Maroc avec Nicolas. Et donc les deux jeunes artistes, Janine un peu plus avancée que lui, vont faire donc le tour du Maroc. Donc voilà le grand tour de Staël qui va dire cette phrase que je vous cite à ce moment-là. « Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. C'est une raison pour laquelle il faut que je construise ma vie comme un bateau solidement amarré, comme un bateau solidement amarré. » Donc voilà le jeune Staël qui commence sa vie d'artiste. Et ils vont rentrer en France tous les deux, donc en 1938. Et très vite, Janine va partir pour le sud. Elle repart pour Nice. Nicolas va sous les drapeaux pendant quelques mois et va la rejoindre à Nice, où ils vont passer en tout 3 ans. Et là, à Nice, encore la lumière. Il se trouve que Janine va mettre au monde leur fille, donc Anne, qui vit toujours aujourd'hui et qui a contribué à l'exposition du musée d'art moderne. Et donc, ils vont vivre quelques années à Nice. Et là, c'est encore pour Nicolas de Staël l'occasion de se former. Il va faire des rencontres déterminantes. Les premières rencontres donc d'artistes qu'il va voir dans le sud, c'est Matisse et Bonnard. Donc, Matisse et Bonnard sont des grosses pointures et des grands coloristes. Donc, ils vont l'initier à la couleur. Après, il va rencontrer Le Corbusier, Delaunay et les Jean Arp. Et ce sont les teneurs de l'abstraction. Donc, ça leur permet de se confronter à l'art abstrait. Et il va rencontrer un certain Magnelli qui, lui, va de l'abstraction à la figuration avec une grande aisance. Donc, tout ça est très formateur pour lui.
Et après ces quelques années à Nice, il rentre à Paris avec Janine et la petite Anne. Donc nous sommes dans les années 1943. Et là, il va commencer à réaliser ses premiers dessins. Et il va rencontrer une autre personne qui va jouer un rôle important, c'est Jeanne Bucher. Jeanne Bucher est une jeune galeriste femme, donc il y en avait peu à l'époque. Et cette Jeanne Bucher voit chez Nicolas quelqu'un de tout à fait intéressant et lui promet un très bel avenir. Jeanne Bucher a ouvert une petite galerie où elle a l'audace de réunir des artistes contemporains du moment, notamment Kandinsky. Elle va organiser une exposition réunissant Kandinsky et Nicolas de Staël, donc deux Russes. Comme vous voyez, Kandinsky est quand même beaucoup plus âgé et beaucoup plus avancé. Et Nicolas va présenter des œuvres comme celles que vous avez sous les yeux. Donc, ce sont deux œuvres assez sombres, voilà, où on voit un artiste qui s'est lancé définitivement dans l'abstraction, où il y a une espèce sur la gauche, une espèce de jeu de Mikado, si on peut dire, sur des formes tout à fait abstraites, sur un fond noir. En fait, il gomme, si vous voulez, il gomme du fusain pour laisser apparaître les formes. C'est l'exercice qu'il fait sur la gauche. Sur l'autre dessin, c'est donc un jeu d'encre de Chine. Et vous voyez encore, donc la partie blanche est bien plus présente, donc la lumière jaillit davantage. Mais vous voyez encore ce combat de bâtonnets, voilà, qui sont ses premiers essais de dessin qu'il va présenter, donc grâce à Jeanne Bucher, dans cette exposition avec Kandinsky. Vous voyez les résolument, il donne dans l'art abstrait. Et et donc, la vie continue. Alors, la vie à Paris est extrêmement pauvre. Ils vivent rue Nollet. Et Janine a une petite santé, elle est très fragile. Donc, elle avait un fils qu'elle a récupéré en tech, que vous voyez sur la photo. C'est le fils qu'elle a eu de son premier mari. Et la petite Anne qui est née à Nice. Donc, vous voyez ici la petite famille dehors, donc au pied de l'escalier qui mène à la maison rue Nollet, qui est une maison très sommaire où ils vivent de 3 fois rien dans des conditions extrêmement chiches. Ils sont obligés de lever les planches du parquet pour faire du feu de bois. Donc voilà, donc là, Nicolas continue à donner dans l'art abstrait. Janine peint beaucoup moins parce que sa santé a tendance à s'atténuer. Et d'ailleurs, elle va mourir. En 1946, Janine meurt. Et le tableau que l'on a sur la gauche, qui s'appelle Composition en noir, est un tableau plutôt grand format, parce que vous voyez 2 mètres sur 1,50 m, c'est quand même pas mal. Et c'est un des premiers grands tableaux de Nicolas qui arrive dans cette situation de guerre, hein, où c'est difficile de s'approvisionner en matières premières, même pour un peintre, de trouver des grandes toiles, de trouver de la fourniture pour faire des toiles. C'est très compliqué. En l'occurrence, visiblement, il est arrivé à trouver une grande toile. Et vous voyez cette composition en noir, très sombre, évidemment, on est vraiment dans une situation personnelle qui est dure. Il vient de perdre sa femme. Il a à charge 2 enfants qui sont tout petits et on voit donc cette composition très obscure avec quelques zones colorées qui apparaissent mais qui sont presque sous-jacentes, enfin qui n'expriment pas un bonheur complet néanmoins. Donc voilà les débuts de Nicolas de Staël qui sont extrêmement compliqués. Donc très vite après la mort de Janine, il va se remarier avec donc une certaine Françoise Chapouton. Nous sommes en 1946 et Françoise Chapouton était le professeur d'anglais de Antec, donc le fils aîné. Et donc très vite après la mort de Janine, il va l'épouser et il va faire ce tableau que vous voyez sur la gauche qui s'appelle De la danse. Donc déjà, on respire. Non seulement la couleur apparaît bien plus nettement que dans le tableau précédent, et vous voyez, on retrouve encore ce conflit de bâtonnets qui s'agite et qui se concentre vers le centre de la toile, tandis que les bords sont un petit peu plus apaisés, gris, mais il n'y a pas de forme géométrique qui se retrouve sur les bords. Et donc, on aperçoit du beige, du blanc, du gris encore, mais disons que les couleurs commencent à être un peu plus riantes et le thème donc de la danse exprime quand même plutôt la joie de son récent mariage avec Françoise Chapouton. Alors sur l'image de droite, cette toile s'appelle Eau de vie. Alors Eau de vie, c'est assez étrange pour une toile de ce type. Quand on imagine Eau de vie, on se demande d'où il a sorti un titre pareil.
Alors, on retrouve toujours ces formes géométriques très concentrées, avec du noir, du beige et du blanc au centre et qui s'allègent, je dirais, en allant, sur les bords du tableau. On voit l'énergie qu'il met à réaliser, des peintures comme celle-ci. On aperçoit un tout petit point rouge au centre de la toile, vous voyez? Et en fait, cette toile qu'il a appelée Eau de vie est une toile qu'il a réalisée, après une cuite, voilà, on disait toute une nuit, il a retrouvé un de ses chers amis qui s'appelle Lecuir, qui est poète et avec lequel ils ont discuté littérature, poésie pendant une nuit entière. Le lendemain matin, il a fait cette toile et il l'a appelée Eau de vie. Donc vous voyez, ça a beaucoup de sens. Et voilà donc notre Nicolas, totalement abstrait, mais qui poursuit donc dans cette voie-là. Alors il s'est installé après la rue Nollet dont je vous ai parlé il y a un instant, rue Goguet. Rue Goguet, c'est dans le 14e arrondissement et il a la chance d'avoir trouvé un immense atelier très agréable, très haut de plafond, très lumineux et cetera et voilà comment est décrit l'atelier de la rue Goguet. Nouvel atelier qui tient du puits, de la chapelle et de la grange par ses proportions démesurées, sa blancheur austère et son atmosphère d'activité intense mais recluse. Donc ouf, il respire, je dirais, il y a une certaine aisance qui commence à poindre et il se trouve très confortablement installé. Donc il s'installe là avec Françoise, les enfants. Avec Françoise, il va avoir 3 autres enfants. Voilà, qui vont naître, au cours des années et il commence donc à trouver un peu d'aisance. Et il va rencontrer un personnage très important qui s'appelle Georges Braque. Georges Braque est voisin de la rue Goguet. Georges Braque est bien plus âgé, il est plutôt en fin de carrière quand Nicolas est en train de commencer sa carrière. Et Georges Braque se prend de sympathie pour le jeune Nicolas et va un peu le piloter donc à ses débuts. Beaucoup d'échanges presque quotidiens puisqu'ils sont tellement voisins géographiquement à Paris que l'un vient chez l'autre, et cetera et en sens inverse et donc il y a un effet de transmission de l'aîné vers son cadet et donc Braque va l'initier à cet art abstrait auquel, donc Nicolas se soumet et vous voyez quand on a cette composition alors vous voyez, reconnaissez que les titres des tableaux, composition, on a vu quelques-unes, il y a dans quelques instants, c'est déjà des noms très abstraits et puis, c'est tout à fait le genre de titre que Kandinsky donnait lui-même à ses œuvres. Donc on est vraiment dans voilà, cette ère de l'abstraction où les titres eux-mêmes, à part Eau de vie, ou de la danse, n'expriment pas grand-chose. Donc voilà, Composition sur la gauche est une œuvre où vous voyez, les bâtonnets ont disparu, on a des formes géométriques qui s'entreboîtent. On a des couleurs beaucoup plus claires, donc du jaune, du beige, du vert, et cetera, un peu de blanc, enfin du grisé et voilà l'influence de Braque, donc un espèce d'allègement des formes, retour un petit peu à la couleur, et il faut considérer que Nicolas de Staël, avant de réaliser une œuvre comme Composition que vous avez sur la gauche, a fait beaucoup, beaucoup d'essais et en fait, Nicolas travaille par superposition. Vous voyez peut-être qu'il y a un tout petit peu de rouge là. Il y a aussi du noir qui, enserre cette forme blanchâtre. Nicolas superpose des couches comme une pâte feuilletée en quelque sorte et il va passer d'une couleur à une autre sans effacer la couleur précédente et en laissant le souvenir de la couleur précédente et ainsi il va jouer sur la profondeur. Donc on voit souvent à ce moment-là, dans les œuvres de Nicolas Zotal, des superpositions de couleurs que l'on devine et on devine la couleur sous-jacente qu'il avait précédemment apposée. Donc voilà, donc il va jouer sur la profondeur, sur l'épaisseur et c'est ce qu'on a donc sous les yeux et il va y avoir cette grande composition bleue qui est déjà un tableau, d'une taille, tout à fait respectable puisque 2 mètres sur 1,50 m, c'est quand même, très important et vous voyez que ces formes géométriques, les bâtonnets ont disparu, on a des formes beaucoup plus amples, des formes qui occupent presque la totalité de la toile que, il a superposé également les couleurs. On a sous ce bleu marine, peut-être un bleu un tout petit peu plus doux. On aperçoit donc ces différentes superpositions de couleurs. Il joue encore avec des formes abstraites. Moi, j'ai l'impression de voir une sorte de vase en regardant ce tableau qui est assez impressionnant par sa taille et il y a ces dégradés de bleu qui sont tout à fait, intéressants et assez beaux à voir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, Nicolas va rencontrer son premier
marchand. Son premier marchand qui s'appelle Jacques Dubourg. Jacques Dubourg va être tout à fait fasciné par les œuvres de Nicolas et c'est Jacques Dubourg qui va le porter, je dirais, pendant toute sa carrière. C'est lui qui va l'aider à mettre le pied à l'étrier dans la vie du marché de l'art. Donc voilà, c'est très important. Et il va, même le musée d'art moderne, va lui acheter sa première œuvre qu'il va être exposée au musée d'art moderne. Alors, il va être à le directeur du musée d'art moderne de l'époque va décider de mettre l'œuvre achetée à Nicolas de Staël dans la salle des peintres abstraits. Nicolas de Staël est furieux de cette association avec l'abstraction. Pour lui, l'idée n'est pas d'être abstrait. Il veut, le passage à l'abstraction est quelque chose d'obligé pour lui, mais ce n'est pas ce qu'il souhaite à terme. Donc, il ne comprend pas cette association avec les autres peintres abstraits. Et donc, il va demander à être exposé à part et non avec les peintres abstraits contemporains. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir dans son parcours, puisque nous allons reparler donc de tout ça. Donc, voilà. Après avoir fait les premiers bâtonnets, après avoir fait ces compositions avec des formes géométriques tout à fait abstraites qui s'entremêlaient, le voilà en train de travailler dans un mode tout à fait différent. Nous sommes en 1951-1952, comme s'il faisait un peu de mosaïque. En fait, Nicolas a séjourné en Italie. Il est allé à Ravenne. Pour ceux qui connaissent Ravenne, c'est la capitale, je dirais presque mondiale de la mosaïque. C'est absolument magnifique. Et il va donc se mettre à faire des tableaux avec ces compositions qui représentent, enfin qui ressemblent, je dirais, à ces tesselles de mosaïque. Donc on a Fugue ici, qui c'est un amalgame de tesselles qui sont juxtaposées. Et là, il s'intéresse à cette composition en mosaïque, mais en y insérant un intervalle. Vous voyez que chaque cube est, je dirais, est souligné par un espèce d'intervalle dans les tons gris, noirs, etc. Et il essaye de trouver, de s'intéresser à l'espace qui se trouve entre ces tesselles. L'œuvre est tout à fait abstraite. On voit encore que les motifs sont concentrés. Vous voyez, il y a toujours une zone plus libre dans la partie supérieure et inférieure, mais les motifs sont concentrés. Il a choisi des couleurs magnifiques dans les verts, bleus, enfin, et un côté des tons pastels tout à fait jolis. Et c'est une année où il va donc s'intéresser à cette mosaïque. Alors sur la photo de droite, on a la ville blanche. Alors la ville blanche, vous avez peut-être du mal à cerner cette ville blanche, on dit moi aussi, hein. Mais donc ce sont des tesselles, toujours ces petites tesselles qui sont agglomérées en quelque sorte, avec toujours une zone en haut et en bas qui est un peu plus aérée. Et vous voyez, avec donc différentes touches de bleu, de rouge, etc., qui font un peu penser justement à ces villes nord-africaines, vous savez, très blanches, qui sont dans son souvenir. Forcément, il a séjourné longtemps au Maroc, donc il connaît bien tout cela. Et puis, la présence du blanc annonce la lumière, cette lumière du sud auquel il a été tellement sensible. Et vous voyez, donc, il en vient tout doucement, mais vraiment tout doucement, à une sorte de figuration. Donc, on tend vers la ville blanche. Et donc, cette œuvre en est le témoignage. Donc voilà, et ces tesselles, figurez-vous, ces tesselles vont prendre un peu plus d'espace. Vous voyez là, 3 pommes, c'est toujours les mêmes tesselles, sauf que il y a beaucoup d'intervalles entre l'un et l'autre. Avant, les intervalles étaient très courts, maintenant les intervalles sont plus espacés. Et il arrive donc à restituer ces 3 pommes qui sont 3 cubes de formats différents, petit, grand, moyen, avec des couleurs et des teintes un peu différentes, le tout posé sur un support, probablement une table, et il appelle ça donc 3 pommes, pourquoi pas. Ça fait penser à quelques œuvres un peu japonaises, vous savez, voilà, qui étaient extrêmement à la mode à l'époque et qu'on peut peut-être voir un peu là-dessus. Et puis 3 fleurs blanches, c'est les mêmes tesselles, mais vous voyez, ça devient figuratif tout d'un coup. On avait bel et bien le vase blanc, mais ces tesselles composent un bouquet de fleurs dans lequel il y a une note de jaune pour le cœur des fleurs. Et vous voyez comme tout d'un coup, de quelque chose de très abstrait, il en vient tout doucement à la figuration avec un très joli jeu de couleurs. Ces fleurs ressortent magnifiquement sur un fond chamarré de rouge, de gris, etc. et de rose. Donc voilà ce lent parcours vers la figuration.
Alors que je n'oublie pas d'informations, il a rencontré à ce moment-là un personnage dont je vous reparlerai tout à l'heure qui s'appelle René Char. René Char est un personnage très important dans la vie de Nicolas de Staël. C'est un très proche ami, ils sont très liés l'un et l'autre. Char est un très grand poète et Nicolas est très sensible à la poésie, à la littérature, etc. Et il a besoin de cette confrontation fréquente avec la littérature pour justement forger son imagination. Donc je vous reparlerai de René Char dans un instant. Donc, donc tout doucement, nous sommes dans les années 52. Nicolas est un amoureux des voyages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a déjà beaucoup voyagé, mais il est tout à fait, pour lui, il est évident qu'il faut qu'il se consacre à l'étude de la lumière. Il devient une sorte de pèlerin de la lumière, de nomade de la lumière, et donc il va aller du nord au sud à la recherche de la lumière et de ce que la lumière compte pour lui dans sa palette. Donc là, on a deux paysages, l'un qui s'appelle paysage peint sur le motif. Donc, vous voyez le petit format, là, on est dans du 28-33, donc c'est vraiment des tout petits tableaux. Et il part, comme Monet le faisait, peindre sur le motif. Donc, avec son petit bout de carton, sa palette. Et là, nous sommes dans un paysage nordique. Donc, on voit un grand ciel nuageux, tout à fait grisâtre, avec ces nuages qui courent. Et puis, un paysage qui est difficile à analyser, puisqu'on devine peut-être, évidemment, peut-être un champ d'herbe. Qu'est-ce que sont que ces éléments rouges, noirs et blancs? Est-ce que c'est une maison, un village, une ville? Enfin, c'est tout à fait incertain comme description. Mais l'idée, en fait, étant de saisir l'impact de la lumière sur un paysage. Là, nous sommes au nord de la France. Dans l'autre, nous sommes dans le sud, le Lavandou. Donc, l'influence de la lumière va changer. Vous voyez, c'est pas la même lumière. Nous sommes dans un ciel qui est déjà plus bleu. Est-ce qu'on est au bord de la mer? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que ce sont des maisons qui sont dessinées dans les tons noirs, bleus, enfin, verts, etc. Est-ce une église que l'on devine au loin? Je ne sais pas. L'idée pour lui n'étant pas de retranscrire le paysage, mais de retranscrire l'architecture secrète du paysage. Ses impressions, si vous voulez, et surtout ce que la lumière interprète à travers ses yeux. Donc, on a ici donc, ce qu'il appelle des paysages de marche, c'est-à-dire des tout petits formats qu'il peint sur le vif et donc qui étaient en ombre à l'exposition et qui était un travail tout à fait intéressant. Et puis, voilà, au cours du temps, après avoir expérimenté la lumière au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, parce qu'il se balade énormément, un jour, il est invité, nous sommes à Paris, qui est quand même son port d'attache, Paris. Il est invité à assister à un match de football au Parc des Princes. Nous sommes en mars 1952. Il est invité au match France-Suède avec sa femme, dont j'ai oublié le nom, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, qu'importe, voilà. Et donc, il est invité, et là, c'est la première fois qu'un match est donné en plein air le soir. Donc à la lumière des spots qui plongent donc les joueurs dans une sorte de féerie électrique. Et donc, il est subjugué par cette expérience tout à fait novatrice. Et en rentrant de cette soirée au Parc des Princes, il s'empresse de faire des quantités de petits dessins, des esquisses en fait de ce qu'il vient de voir. Et au bout du compte, il va réaliser cette œuvre qui fait donc, je me suis trompée, pardon, dans la taille, j'ai mis 305, enfin, j'ai mis 3509 cm au lieu de mettre 350. Donc, vous imaginez que c'est une œuvre quand même déjà assez importante. 2 mètres sur 3,50 m, c'est assez considérable quand on vient de voir des œuvres qui visent à peu près 20 cm, la photo précédente. Donc là, c'est une œuvre magistrale qui va avoir un succès retentissant où on voit, croyez-moi sur parole, des joueurs en train de s'animer sur le terrain de football le soir, sous la lumière des spots. Alors, pour réaliser cette œuvre,
Déjà, il n'a pas utilisé le pinceau, mais une truelle et voire un bout de tôle. Donc, il applique la peinture un petit peu à la volée, si vous voulez. Il la raplatit par la suite. Il utilise bel et bien encore des formes géométriques. On devine vaguement des joueurs. En tout cas, en fait, quand on voit l'œuvre en vrai, on la devine peut-être mieux que sur un écran. Mais en tout cas, il a voulu de restituer son impression de ce match de football. Alors, il a écrit cette phrase que je vous lis. Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi, avec toute la présence que cela requiert, en toute invraisemblance, quelle joie. Donc là, c'est une confrontation de muscles et donc personnes qui s'affrontent, si vous voulez, et qu'il a décrit ainsi en utilisant donc ces couleurs blanc, bleu, vert, etc., noir, avec un peu de rose. Donc, qui nous laisse penser qu'il a essayé de traduire la figure humaine à sa manière. Donc, nous sommes sur un... Il fait rentrer la réalité dans sa peinture et la figure humaine commence à réapparaître. Donc, cette œuvre va avoir un succès foudroyant. Dubourg, son marchand, va profiter de cet élan pour justement déployer l'œuvre de Nicolas de Staël. Il va d'ailleurs être réclamé aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'aux États-Unis, Paul Rosenberg, qui est un grand nom du marché de l'art donc, de l'époque, qui est installé à New York, va solliciter Nicolas de Staël pour qu'il réalise des œuvres pour le marché américain et ça va extrêmement bien marcher. Donc là, on a un tableau qui s'appelle Les Indes galantes. Je vous ai mis une citation de Nicolas. Pour peindre, il faut travailler beaucoup, une tonne de passion et 100 grammes de patience. Donc voilà, donc Nicolas était un travailleur acharné, il ne pouvait pas quitter ses pinceaux, il était vraiment envoûté par son travail. Et là, vous voyez donc cette œuvre donc, qui est en format vertical, représente une danseuse. Alors on s'éloigne vraiment du match de football et on a un retour à la figure humaine. Rappelez-vous, on a vu des bâtonnets pour commencer, après on a vu des formes géométriques, après on a vu des tesselles sans se superposer, et maintenant on en arrive à la figure humaine. Donc, vous voyez, c'est une danseuse. Il se trouve que Nicolas, de par son éducation, a été très sensible à la musique. Sa mère elle-même, qui l'a perdue quand il était très jeune, était une grande musicienne et l'avait initié les quelques années où elle a pu vivre avec son fils à la musique. Et c'est quelque chose qui va le séduire toute sa vie. Et il se rendra très fréquemment aux concerts, etc. C'est un grand amateur de musique et donc il va beaucoup au théâtre Marigny assister à des spectacles, etc. Les Indes galantes est un des ballets qui se donne, qui est au répertoire du théâtre Marigny. Et là, donc, on a les Indes galantes avec cette jeune femme que l'on voit donc de profil, cette danseuse, est-elle nue, n'est-elle pas nue? On a du mal à le savoir. On a l'impression que son corps se déploie comme une ombre, si vous voulez, ou comme se dédouble sur la gauche, et qu'il y a cette grande zone bleutée. Est-ce que c'est un voile? Est-ce que c'est un éventail? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est difficile de le définir. Mais vous voyez ce surgissement de la figure humaine qui est bel et bien figurative, même si ça reste assez ténu, dans son œuvre, et avec la douceur avec laquelle il peint cette danseuse qui pourrait, c'est un rapprochement qui est lointain, mais quand même à Botticelli, vous voyez, dans la douceur des tons, dans la présence de ce voile, de cette toile, etc. Y a-t-il un regard sur Botticelli? Et une œuvre qui est tout à fait importante, qui, vous voyez, très, très grand format, 2 mètres sur 3 mètres, c'est important, qui s'appelle l'Orchestre. Donc toujours cette fascination pour la musique, on en verra d'autres. Cette œuvre est assez étonnante. Vous voyez, là, on est dans une œuvre abstraite, mais à la fois assez figurative. Je vais vous aider à l'analyser. Ici, en noir, de dos, c'est le chef d'orchestre. Donc déjà, ça permet de situer la chose. Donc derrière lui, il y a les musiciens. On a le rideau de scène à droite et à gauche. Et cette multitude d'éléments gris, blancs, etc., eh bien, ce sont les musiciens, les partitions. Alors, on devine peut-être des têtes ou des corps, etc. Mais là, vous avez une contrebasse, ici. Et là, vous avez un violoniste qui est en train de s'activer ici. Bon, tout ça est difficile à voir, surtout sur un écran, mais croyez-moi, on devine, en prenant beaucoup de recul devant cette œuvre qui est gigantesque, des éléments et on voit de quelle manière
de Stahl marie figuratif et abstrait pour rendre donc cet orchestre et presque le son de l'orchestre, si vous voulez. Voilà, c'est une œuvre tout à fait magnifique avec ses tons gris, un peu dégradés, du très joli vert, etc. C'est une œuvre tout à fait remarquable qui va avoir un immense succès. Donc, vous voyez, les formats aussi de ces œuvres commencent à augmenter de plus en plus. On les donne dans le très grand format. Et, donc, voilà. Alors, nous sommes dans les années 1952. Nicolas de Staël a été, vous savez, est très proche de René Char, dont je vous ai parlé il y a un instant, qui est un poète qui écrit énormément et qui se voit beaucoup. Et René Char est de la région de Avignon. Il est du Vaucluse. Et il lui a proposé à Nicolas et à sa femme et aux enfants, parce que je vous ai dit, donc il y avait Anne, l'aînée, qui est donc la fille de Janine, puis il va y avoir 3 autres enfants qui vont naître donc du second mariage. Et il va proposer à Nicolas de s'installer à Lagnes, donc dans le Vaucluse. Nicolas, très tenté d'aller voir la lumière du Sud avec toute sa famille, s'installe à Lagnes et là, il rencontre les voisins. Et les voisins habitent dans une très jolie maison et ils ont une fille qui s'appelle Jeanne Polge. Ben la voilà, Jeanne, elle est là. Il va tomber amoureux de Jeanne. Voilà, Jeanne est mariée, elle est mère de famille, mais néanmoins, il tombe amoureux de cette femme. Et ce séjour à Lagnes prend une saveur tout à fait unique, vous imaginez bien. Très vite après, il va acheter cette maison à Ménherbe, voilà, qui est dans le Vaucluse. Donc, il s'installe, je dirais, au plus près de Jeanne, voilà, et il va acheter cette maison qui va devenir son nouveau repère où il va peindre abondamment. Et là, donc, on a un très beau dessin de nu qui représente Jeanne. Alors, vous voyez les purs du trait. Vous voyez la feuille de papier blanche, donc on a de la lumière, et on a quelques traits qui suffisent à traduire le corps de Jeanne, le corps voluptueux et la pose de Jeanne. Donc, vous voyez, les premiers bâtonnets qu'on a vus où c'était très noir, très obscur, où on voyait des conflits de Mikado, je dirais, sur une feuille noire. Là, eh bien, le blanc est évidemment extrêmement présent et avec quelques traits, il arrive à décrire la belle Jeanne dont il est tombé fou amoureux. Donc, c'est le Sud, c'est la lumière. Et là, donc, on a une œuvre assez intéressante qui s'appelle Femme assise. Alors, quand on voit Femme assise et qu'on est trop près de Femme assise, on ne la voit pas du tout, la femme assise. Mais quand on prend du recul par rapport à Femme assise, on la devine. La femme assise, elle est là. Son visage, là, ses cheveux, son corps nu, sa cuisse, ses jambes. Elle est assise sur une sorte de tabouret avec une sorte de coussin dans les tons roses, noirs, etc. Et elle est en train de caresser son pied. On a autour d'elle un halo de couleurs tout à fait variées, dans les bleus verts, dans les gris, du rouge, etc. Cette femme est donc une sorte de reprise de ces nus antiques. Vous voyez, de ces statuettes grecques, de ces statues grecques que l'on connaissait, ces Vénus, etc. En fait, Nicolas revient à la figuration et cherche obstinément à se mettre dans la généalogie des grands peintres qui ont fait l'art français, etc. Il ne veut pas du tout être qualifié d'abstrait. Donc, il revient à la figuration en se mettant dans cette chronologie de ses prédécesseurs, donc l'art grec, l'art antique, si vous voulez, et puis les grands nus, je dirais, de Watteau, par exemple, ou de Boucher, etc., de Delacroix, etc. Il y a eu une histoire donc du nu et de la Vénus antique. Et bien voilà ce que l'on voit ici, ce Nicolas qui dépeint Jeanne en réalité, mais en se plaçant dans cette continuité donc de l'art français. Il séjourne dans le Sud, donc il est évidemment ébloui par la lumière. Voilà un tout petit tableau, vous voyez, 16 cm sur 24, mais alors quand on le voit, on a envie de l'avoir chez soi, tellement il est magnifique. Et là, il se confronte au soleil qui l'éblouit, il est totalement envoûté par ce soleil, et il décrit donc cet éblouissement avec donc ce paysage qui est transformé par la lumière. On a du violet, on a du bleu, on a du vert, et encore c'est assez réaliste, mais ce halo de lumière est envahissant et le surprend. Et vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez à travers cette photo,
la quantité de peinture qu'il utilise. Il y a une couche de peinture, on sent que ce n'est pas encore du pinceau, il y a un peu de il utilise une truelle, etc. Il met une couche de peinture tout à fait importante, ce qui donne beaucoup, beaucoup d'épaisseur à la toile. Donc voilà, le soleil est tout à fait magnifique et il va donc faire ces paysages du sud, qui sont ici en l'occurrence encore des petits formats, comme ces paysages de marche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il part avec ses petites toiles, toutes petites, et il peint un peu sur le motif. Là, l'arbre rouge est tout à fait saisissant, puisqu'on a donc un arbre isolé sur un monticule de pierres, de cailloux, le tout dans une prairie. Le tronc est l'axe, évidemment, de l'arbre, et tous ces branchages deviennent rouges. Pourquoi? Parce que la lumière change le regard du peintre sur la réalité. On va parler de cassé bleu. C'est un terme, le cassé bleu, qui est propre à Nicolas de Staël et qu'il a choisi avec René Char. Ce cassé bleu, en fait, la définition du cassé bleu aux yeux de Staël, c'est la lumière qui transforme la perception des couleurs et des volumes. Tout change à cause de cet éblouissement de lumière, et donc la nature se transforme d'elle-même, d'où les branches qui deviennent rouges. Et vous voyez, donc, on retrouve aussi cette aisselle, ces fameuses tesselles qui sont un petit peu, voilà, qui sont moins précises qu'auparavant, mais qui sont apposées et qui composent un peu le feuillage de cet arbre. On a même des dégoulinages, je ne sais pas comment on dit, de rouge, vous voyez, sur ce fond blanc. Il y a des contrastes de couleurs tout à fait intéressants. Alors, ces cyprès aussi sont magnifiques. Alors, le cyprès, c'est vraiment l'arbre du sud par excellence, avec ces quelques cyprès qui forment, comme je dirais, une gamme de musique, avec l'ombre projetée des arbres sur le sol et le fond, l'espace que l'on devine, le ciel, le terrain derrière, etc. Mais c'est d'une beauté, il y a assez peu d'éléments, mais c'est dans le choix des couleurs, c'est dans la composition, dans la perspective qu'il arrive à mettre en place, qu'on a la poésie donc de ce paysage. Donc voilà pour le sud. Alors pendant ce séjour à Ménherbe, un bel été de 1953, il décide de partir en Sicile, toujours à la recherche du fameux soleil, etc. Donc un jour, il décide d'acheter une camionnette, de passer son permis déjà, d'acheter une camionnette, et il décide de partir avec donc sa femme, les 3 enfants de sa femme, Anne, la fille aînée, et il emmène Jeanne Polch, donc sa chère et tendre, et une amie de Jeanne Polch. Tout le monde rentre dans cette petite camionnette et fait la route vers la Sicile, donc traverse tout le sud de la France, le nord de l'Italie, jusqu'à Naples. Et là, on met la voiture sur le bateau et on va jusqu'en Sicile. Nous sommes au mois d'août, donc vous imaginez la chaleur. Et donc, tout le monde part en famille. Et là, c'est l'éblouissement intégral en arrivant en Sicile. D'abord, la lumière est foudroyante. Alors, tout ce qu'il avait vu jusqu'à maintenant, c'était peu par rapport à ce qu'il découvre en Sicile. En plus, en Sicile, la Sicile regorge de vestiges antiques, de temples grecs, etc., là, de ruines qui l'éblouissent. Donc, Nicolas s'équipe d'un petit carnet, d'un feutre, et il va faire des quantités de dessins tout à fait rapides, hein, comme des mémentos, si vous voulez, des mémos plutôt, pour garder l'image de ces paysages qu'il va donc découvrir pendant son séjour. Donc, il crayonne en quantité. Et après, quand il va rentrer tout à fait ébloui au pays, c'est-à-dire à Ménherbe, là, il va se mettre à peindre et c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc, il va reproduire ses premiers dessins faits rapidement au feutre qui sont d'une beauté, mais je n'ai pas trouvé d'image à vous montrer, en l'occurrence cette fois-ci, et il va les reproduire, c'est ce que l'on a sous les yeux. Donc, vous voyez, ça, c'est une œuvre qui s'appelle Agrigente, qui a été fait à Ménherbe, donc en souvenir de ce voyage en Sicile. Alors là, les couleurs deviennent explosives. Évidemment, le cassé bleu, cette manière de transformer la réalité grâce à la lumière, elle est bel et bien là. Là, on a Agrigente avec quelques couleurs tout à fait foudroyantes qui sont juxtaposées et qui sont synthétisées. On a très peu d'éléments, on a des grands aplats de jaune, de rose, de orange, etc. Un très beau violet qui laisse penser que c'est peut-être un paysage nocturne, peut-être pas, on ne sait pas bien. Et au milieu de tout cela, une espèce de volcan, ben, c'est peut-être l'Etna, après tout, nous sommes en Sicile, avec donc ces couleurs qui jaillissent brutalement et qui se confrontent, qui se rencontrent. Et voilà donc la manière dont il va
décrire la beauté des paysages siciliens. J'ai mis cette autre phrase: on ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu. Voilà, je pense que c'est tout à fait le cas avec cette très belle œuvre qui est donc l'objet de l'affiche de l'exposition et qui est tout à fait fascinante par le choix des couleurs et la composition. Vous voyez là que la peinture est toujours apposée avec, à la truelle, qu'il y a une certaine épaisseur, mais que cette épaisseur se réduit tout doucement. Donc là, c'est Syracuse. Pour ceux qui connaissent Syracuse, qui reconnaissent peut-être le format de la ville de Syracuse au bord de la mer, vous voyez, l'eau est devenue rose, le ciel est jaune éblouissant. On devine donc une église, quelques bâtiments, etc. Le choix de ces oranges, roses, noirs qui sont juxtaposés, c'est tout à fait nouveau et c'est là où il donne le meilleur de lui-même avec cette explosion de couleurs. Vous voyez le chemin parcouru entre les premiers tableaux de ses débuts et le jaillissement de ces couleurs, donc je dirais dans la dernière partie donc, de sa vie. Donc une poésie extraordinaire. Et puis, il va donc continuer à séjourner à Ménherbe, donc son nouvel atelier. Alors, il fait souvent des allers-retours sur Paris quand même. Il voyage beaucoup. Sa femme, Jeanne, comment s'appelle-t-elle? Je dis Jeanne, mais elle ne s'appelle pas Jeanne Chapouton. Je ne sais plus son prénom, je l'ai oublié. Bref, c'est un peu éloigné de lui. Il faut dire que Jeanne prend un peu beaucoup de place, que ça le gêne. Et il a un petit peu demandé à sa femme donc de prendre des distances, de rentrer à Paris avec les enfants et de le laisser tranquille à Ménherbe pour que lui puisse peindre et voir Jeanne éventuellement. Donc, il va faire beaucoup de déplacements vers le sud et faire de très très belles peintures, dont d'abord un dessin. Vous voyez ce beau dessin. Le blanc de la feuille, c'est toute la lumière. Les quelques traits sont tout à fait synthétiques. On est presque dans un dessin calligraphique. On a l'impression qu'on a des caractères en fait sous le nez. Et en fait, ce sont donc sa manière de synthétiser le paysage, d'épurer au maximum et de rendre donc la silhouette de ces barques, de ces bateaux que l'on devine évidemment extrêmement bien. Donc il y a des quantités de dessins comme ça qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et en fait, l'eau, c'est le blanc du papier. Donc il y a quelque chose de limpide, je dirais, dans sa description du paysage. Et donc de ces dessins vont découler ces peintures, comme ici Marseille, où vous devinez l'eau, le ciel rouge écarlate, les bateaux dans le lointain qui forment l'horizon, les barques qui sont très synthétiques, ce sont des aplats de couleurs qui sont juxtaposés dans des teintes extrêmement variées et contrastées. Voilà comment il va restituer les paysages. Il faut savoir que Nicolas est essentiellement un paysagiste. Les 3/4 de son œuvre sont des paysages. Il y a un peu de figure humaine, mais c'est quand même un grand, grand paysagiste. Il est envoûté par le paysage. En fait, c'est un personnage qui s'émerveille de tout. Il s'émerveille facilement, il est très vite ébloui et qui spontanément va mettre ses impressions sur le papier et après en peinture. Donc voilà, comme il va restituer tout ça, les Martigues, pour ceux qui connaissent le sud, avec cette mer orange presque fluo. Vous devinez les barques dans la partie supérieure avec les mâts des bateaux qui se distinguent donc sur un fond gris-vert, hein, alors que ce n'est pas vraiment les couleurs du sud. Et vous voyez le format aussi du tableau qui est vertical. Alors que quand on dessine, on peint ou on dessine l'horizon et quand un paysage de carte postale, on tendrait plutôt vers de l'horizontal. Mais lui choisit du vertical, donc il y a une espèce de grand vide orange, cette mer qui amène le regard à se porter sur la partie supérieure du tableau. Et encore une citation: c'est si triste sans tableau la vie que je fonce tant que je peux. Donc il travaille comme un damné à fond, je dirais. Et il dira lui-même: je travaille à perdre haleine. Et il faut dire aussi qu'il a énormément de commandes. Le marché français est très demandeur et le marché américain encore plus. Rosenberg aux États-Unis lui demande des commandes, à tel point qu'il est saturé, si vous voulez, il travaille comme un fou. Puis même, il est un peu choqué par tout ça, parce que du coup, sa poésie, son élan se trouve transformé par ses commandes sans arrêt.
Et en fait, il a du mal à apprécier cet argent qui lui tombe dans le bec finalement à force de vendre des œuvres, notamment aux Américains qui sont très très gourmands en œuvres de Nicolas de Staël. Donc ça le bouleverse un petit peu de voir que les choses se passent ainsi. Donc on avance dans le temps. Et nous voilà à Paris, qui est quand même son camp de base, hein. Il faut savoir que Paris, il y revient sans arrêt. J'ai un amour pour ce tableau qui est très beau, que c'est évidemment en vrai, c'est beaucoup plus facile à apprécier. Mais c'est Paris la nuit, une nocturne. Et là, on devine donc le pont des Arts la nuit. Vous pouvez deviner le pont qui coupe la toile en deux, la Seine, avec la Seine la nuit, avec à l'arrière-plan l'île de la Cité. On devine donc quelques clochers, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, etc. Et il y a très peu de couleurs. Le ciel est bleu marine, le pont également. La Seine est d'une limpidité incroyable. On a l'impression que l'eau coule qu'il y a une lumière qui permet la circulation de l'eau sur le fleuve et derrière donc les bâtiments que l'on devine. Il y a très peu de couleurs et vous voyez qu'à ce moment-là, on revient au pinceau. La truelle a disparu, la tôle a disparu, l'épaisseur a disparu. On est dans quelque chose de très limpide. Le pinceau est revenu et même Nicolas de Staël dilue maintenant sa peinture et parfois va même utiliser des cotons de ouate pour apposer sa peinture. Donc de ces peintures qui étaient surnourries d'huile, dans lesquelles il y avait une épaisseur tout à fait, je dirais, incroyable, comme si un maçon s'attaquait à un mur. Là, on arrive à quelque chose de tout à fait ténu, de très doux, de très liquide, de très limpide. Et on le voit, je trouve, sur cette très belle œuvre donc, de Paris la nuit. Et voilà donc une de ses dernières œuvres. Nous sommes en 1955. Nicolas est délibérément attiré par le sud. Il souhaite s'installer à Antibes parce que Jeanne s'est installée à Grasse. Et Antibes-Grasse, c'est facile d'accès. Et puis, il est quand même très attiré par cette lumière. Et donc, il va louer un appartement et un atelier au bord de l'eau, donnant sur la mer, pas très loin du fort d'Antibes, pour ceux qui connaissent la géographie des lieux. C'est assez magnifique et dans cet atelier qui est au dernier étage d'un petit immeuble, il a donc une vue à tout casser sur la mer. Et là, il va donc continuer à peindre en s'isolant dans son atelier qu'il aime tant. Et ce travail d'atelier est pour lui extrêmement important. D'ailleurs, il fera beaucoup de peintures de son propre atelier. Et là, donc, c'est un nu couché bleu. Ce nu couché bleu, ce n'est autre que Jeanne. Pour qui il a un amour fou. Et vous voyez donc cette Jeanne là est nue, couchée, reposant donc sur des draps. On a on voit un ciel rouge écarlate, c'est le rouge de la passion, hein, ce rouge qui est envahissant et qui le prend aux tripes. Vous voyez donc sa chevelure, son visage renversé. Et cette Jeanne qui est un peu éludée, je dirais, on ne voit pas très bien sa morphologie, etc. Elle a tendance à s'estomper. Elle s'estompe également dans sa vie. Jeanne, comme je vous l'ai dit, était mariée. Elle avait des enfants. Elle s'est installée avec son mari à Grasse. Et en fait, elle n'a pas franchi le pas de laisser son mari et ses enfants pour devenir donc la compagne de Nicolas. Et Nicolas est très bouleversé. Ceci, ça le fait souffrir. Et d'ailleurs, il écrit des lettres magnifique à Jeanne et à la toute fin, il dira à son mari qu'il aura réussi à la garder et que quelque part il lui en veut en quelque sorte. Et là, cette Jeanne magnifique ressemble à une déesse antique, hein. C'est un très joli corps de femme, vous voyez, qui ondule et qui est associé aussi au paysage. C'est une femme paysage, on dirait des collines en fait que l'on perçoit sur un horizon rouge. Et ce paysage qui a été tellement cher à Nicolas, je dis qu'il était un paysagiste au premier chef. Et là, c'est un nu paysage. Il y a quelque chose d'assez magnifique dans cette relation du nu et du paysage que l'on a ici, avec cette très belle représentation donc, de Jeanne. Et le choix des couleurs, ce bleu, ce blanc, le rouge, etc. C'est vraiment une palette assez extraordinaire. Tout ça fait au pinceau, avec une grande limpidité, une grande douceur et un grand sens de la lumière également. Et voilà une œuvre assez étonnante, un saladier. Cette œuvre est partie en vente, je crois que c'est Sotheby's, il y a quelques années, à 2 millions de dollars. Voilà, pour vous donner une petite idée de petit achat
Voilà. Donc, c'est une œuvre qui fait 54 cm sur 65. Donc, vous voyez, un saladier avec de la salade, le tout sur un support blanc, se détachant magnifiquement sur un fond noir très mystérieux. Et on a le verre du saladier qui est tout en transparence et les feuilles de salade qui sont aussi très transparentes, très douces, très presque liquides, si vous voulez. Donc là, c'est une nature morte et Nicolas de Staël va faire des quantités de nature morte à la fin de sa vie, une espèce de comme ça de prière devant la nature, les objets extrêmement simples. Évidemment, il se place dans cette continuité des grands peintres de nature morte. Je ne citerai que Chardin, par exemple, qui est un grand, grand peintre de nature morte, donc du XVIIIe siècle. Et donc, il a cette... voilà, cette volonté de traduire le quotidien de la vie, des choses tellement simples que, voilà, un saladier avec des feuilles de salade, mais il restitue ça avec une telle délicatesse, une telle douceur. Vous voyez, les feuilles de salade sont transparentes. On voit le noir au travers, on aperçoit la transparence du verre, etc. Il y a vraiment une grande délicatesse dans la manière dont il représente ça. Et tout ça est lié à la lumière, à son approche, la lumière qui inonde cet objet tout à fait ordinaire et qui le rend bien plus beau, évidemment, grâce à son pinceau. Donc, nous sommes toujours à Antibes. C'est vraiment son dernier atelier, le fort d'Antibes que vous voyez sur la gauche, ce fort d'Antibes magnifiquement représenté. Alors là, avec, vous voyez, un horizon gris tout à fait, qui occupe la partie supérieure du tableau, et ce fort qui est composé de strates blanc, gris, beige, etc., que l'on devine au milieu du tableau, et ainsi que les vagues, la plage, etc., qui soulignent donc la beauté de l'architecture. Alors, il faut savoir que Nicolas est né à Saint-Pétersbourg, donc dans le fort Pierre et Paul, et qu'il va mourir donc devant ce fort d'Antibes, donc en mars 1955. Vous voyez donc un très beau rendu de ce fort. Et puis donc le tableau Les Mouettes. Les mouettes, donc ces oiseaux format vertical encore, alors qu'on pourrait imaginer un format horizontal où on voit ce vol d'oiseaux qui s'enfonce, je dirais, dans la toile, qui vole au-dessus d'un ciel de nuages. On aperçoit le ciel bleu dans la partie supérieure. Et vous voyez donc ce rendu de la profondeur. Donc là, et c'est tout à fait incroyable la manière dont il arrive à rendre la profondeur. Et il dira cette phrase: l'espace pictural est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement à toute profondeur. Voilà, c'est un très beau message donc pour la fin de sa carrière, avec cet amour fou pour la peinture et cet amour de la lumière, cet amour de la profondeur, de l'espace qui est rendu avec ce tableau sur les mouettes. Et puis, donc, je vous montre le dernier tableau. Alors lui qui est carrément grand, qui s'appelle Le Concert, qui fait 6 mètres sur 3,50 mètres, pas facile à caser dans une maison, et qui se trouve aujourd'hui au musée Picasso à Antibes, et qui est sa toute dernière œuvre qui est inachevée. Que se passe-t-il? Donc nous sommes en 1955, il est à Antibes, toujours fou amoureux de Jeanne, qui se refuse à lui, et il va faire beaucoup d'allers-retours à Paris, notamment pour écouter des concerts de musique au Théâtre Marigny, qu'il adore. Donc il prend sa voiture, il fait des allers-retours, et il va assister à un dernier concert au Théâtre Marigny, et revient à Antibes, et il va réaliser cette toile gigantesque, qui est inachevée. Donc vous voyez le fond rouge, alors c'est le rouge de la passion, c'est le rouge de la souffrance également, de la passion dans le terme souffrance. Et puis, on devine les éléments, donc un piano noir sur la gauche, une contrebasse dans ces tons jaune ocre sur la droite, et au milieu, sans doute des partitions, des notes de musique, etc. Mais vous voyez, donc c'est la beauté des tons qui sont juxtaposés sur ce fond rouge, le noir, le blanc et ce jaune. Il y a comme quelque chose de très musical, même si on n'entend pas le son dans cette composition. Et donc, il va se donner la mort avant même d'avoir fini cette œuvre, qui est donc sa toute dernière œuvre, en se jetant donc de son atelier sur les bords de la mer d'Antibes. Donc, nous sommes en mars 1955, le 16 mars 1955, et
il avait écrit à son marchand, donc Jacques Dubourg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait écrit ce dernier mot: « Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux ». Et en fait, il était arrivé au sommet de sa gloire, il était extrêmement coté, très demandé, etc. Mais il était arrivé au bout de son exercice, si vous voulez, et il a mis fin à ses jours en réalisant donc ce très beau concert donc, qui est aujourd'hui au musée Picasso. Donc voilà pour Nicolas de Staël. J'avais relevé cette petite citation de Jean Genet qui disait: « Il n'est d'autre source à la beauté que la blessure ». Voilà, et il faut savoir que Nicolas a eu quand même une vie extrêmement douloureuse puisqu'il est né à Saint-Pétersbourg, a perdu ses parents très jeunes, a dû partir de Saint-Pétersbourg, passer par la Pologne, puis atterrir en Belgique, etc. Donc forcément, ça fracasse une enfance quand même, ce parcours inhabituel. Et puis après avoir grandi en Belgique et donc venu se confronter à l'art français et est arrivé à ses sommets donc, dans les années 1955, et il est mort à 41 ans, ce qui est très jeune. Alors il y a un parallèle aussi à faire avec l'œuvre de Van Gogh. Van Gogh, oui, aussi a eu une carrière très courte. Cet artiste hollandais qui au départ était très sombre et qui est arrivé en France et qui a découvert l'impressionnisme et qui s'est révélé à la couleur, à la lumière, qui est venu aussi se confronter à la lumière du Sud et qui a mis fin à ses jours très jeune. Mais ce sont des personnes tout à fait passionnées et passionnantes d'ailleurs dans leur vie. Donc voilà, et ce qui est très intéressant pour Nicolas de Staël, dont je vous ai mis une dernière image en vous présentant un livre qui s'appelle Le Prince foudroyé, donc la vie de Nicolas de Staël, qui est une biographie qui est tout à fait intéressante. Nicolas de Staël a fait le contraire de tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup, à l'époque, donnaient dans l'abstraction, ne juraient que par l'abstraction, et lui, il est passé par l'abstraction pour arriver à la figuration. Donc là, en quelque sorte, il est à contre-courant. On pourrait même dire aujourd'hui que c'est un insoumis, pour reprendre un terme à la mode. Mais vous voyez, il a vraiment recherché la figuration coûte que coûte, et il est arrivé à ses fins, et c'est au moment où il était au sommet de sa gloire qu'il a mis fin à ses jours. Donc voilà, c'est assez saisissant. Et je vous ai mis cette dernière phrase: « Toute ma vie, j'ai eu besoin de peinture, de voir mes tableaux, de faire de la peinture pour m'aider à vivre, pour me libérer de toutes les sensations, de toutes les inquiétudes auxquelles je n'ai trouvé d'autres issues que la peinture. » Voilà, c'était une véritable passion et un tailleur à perdre haleine, comme il le disait lui-même. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que c'était suffisamment clair et en tout cas un résumé de sa carrière aussi, qui était quand même assez j'ai les mots. Merci beaucoup, Lina. Vous m'entendez bien? Super, merci. Alors, je vous mets à l'écran le petit questionnaire de satisfaction, comme d'habitude, pour pouvoir nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de la conférence, pardon, et nous dire si vous avez éventuellement d'autres thématiques qu'on pourrait aborder, qui pourraient vous intéresser, que ce soit sur d'autres artistes ou autres. À l'écran également, et comme d'habitude, la chaîne YouTube sur la gauche, Movadom, sur laquelle vous pouvez retrouver le replay de cette conférence. Et également sur la droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cautrez, qui traite du coup du déménagement des seniors. N'hésitez pas également à cliquer sur les liens, je vous les remettrai à l'écran tout à l'heure. Merci encore à nos financeurs que sont du coup le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à vous tous pour votre participation, votre présence, votre intérêt pour cette conférence. Et à l'écran, du coup, vous avez le lien pour vous inscrire aux futures conférences. Je vais également vous le mettre dans le chat. Et l'adresse mail de Movadom si vous avez une question ou un commentaire à nous faire par mail en privé. Et avec grand plaisir. Donc, merci à tous pour votre participation, pour votre présence. Merci Lina et très belle journée à tous.